Salut à tous, abonne-toi à ma chaîne et mate la suite de actualités sur ta chaîne car dans les sphères autorisées, leur nom est connu depuis 2014, date à laquelle, notamment, la Fondation pour la recherche stratégique date son implication dans l'intervention russe en Crimée. Dans une note constituée sur les entreprises de services de sécurité et de défense, ESSD, finalisée en 2020, le think tank dépeint l'unité paramilitaire comme une structure hybride, à la croisée d'une entité illégale et associée à l'État russe. Une organisation qui, en l'absence volontaire ou non de réglementation, peut opérer et prospérer dans l'ombre des réseaux d'oligarques, des entreprises d'État et des agences de sécurité. Une structure, toujours selon la Fondation, à même de servir dans des campagnes d'influence en s'affranchissant du droit des conflits armés. Financée par un oligarque russe. Le nom de Wagner s'est révélé au grand public lors des derniers événements au Mali lorsque la France s'est vue contrainte, par la junte au pouvoir, de retirer les effectifs de l'opération Barkhane. Dimanche 20 février, la diffusion sur France 5 de Wagner, l'armée de l'ombre de Poutine, un documentaire co-réalisé par les journalistes Ksenia Bolshakova et Alexandra Jousset a levé un peu plus le voile sur les mercenaires russes connus pour leur violence. Où l'on apprend que ce groupe, qui a compté jusqu'à 10 000 éléments depuis sa formation, 5 000 seraient actuellement actifs, et financé par le milliardaire Evgeny Prigojine, un proche de Vladimir Poutine, ayant fait fortune dans la restauration. Un oligarque surnommé le cuisinier de Poutine. Wagner, compositeur favori d'Hitler. Les 2 années d'enquête, étayées par des nombreux témoignages dont celui, édifiant et à visage découvert d'un ancien mercenaire de Wagner, Mara Gabidulin, ont permis de suivre l'évolution du groupe sur ses différents théâtres d'opération, du Donbass à la Syrie, en 2015, où il est allé combattre l'impérialisme, en soutien à l'ami du Kremlin Bachar al-Assad. Créé en 2014 par Dimitri Utkin, un ancien membre des Spetsnaz, forces spéciales, du GRU, renseignement militaire russe, Wagner, le surnom de son fondateur, tiendrait son nom du compositeur favori, d'Hitler. Des avions de chasse de l'armée russe. Selon la Fondation pour la recherche stratégique, le groupe Wagner bénéficie d'un entraînement du renseignement militaire et des forces spéciales russes. Son centre de formation de Molkino, dans le district de Krasnodar, ouest de la Russie, est en effet également utilisé par la 10e brigade du GRU. Jusqu'en 2017, les recrues de Wagner effectuaient une formation de 2 mois dans ces centres. Alexandra Jousset et Ksenia Bolshakova évoquent dans leur documentaire l'utilisation par Wagner d'avions de chasse de l'armée russe. Difficile de ne pas voir la proximité entre cette formation d'élite, rompue à la guérilla et aux activités subversives, et le pouvoir en place. Or révélés par l'Obs, les propos tenus par les plus grands dirigeants de la planète, nous en apprennent beaucoup sur la personnalité manipulatrice du président russe. Alors Premier ministre de Boris Yeltsin, Vladimir Poutine rencontre Bill Clinton à Oslo en 1999. En guerre avec la Tchétchénie, Poutine demande le soutien du président des États-Unis grâce à un discours bien rodé. Il commence par lire un message intercepté du terroriste jordanien Kattab à ses soutiens au Moyen-Orient: « Tous les jours, la Russie s'affaiblit. En septembre, nous l'avons frappé en plein cœur. » La dernière fois que de telles explosions ont été vues à Moscou, c'était durant la Seconde Guerre mondiale. L'actuel président russe termine de convaincre son homologue: « Je pense que vous serez d'accord avec moi pour penser qu'il n'est pas dans l'intérêt des États-Unis d'avoir un État extrémiste entre la mer Caspienne et la mer Noire. J'espère donc que je peux compter sur le soutien américain. » Le manque d'empathie de Vladimir Poutine. La conversation la plus marquante reste sûrement celle à propos du sous-marin nucléaire russe, le Kursk. C'est durant ce rendez-vous que Clinton se rend compte que son homologue russe n'a aucune empathie. Souvenez-vous, le 12 août 2000, le sous-marin sombre en mer emportant avec lui les 118 membres de l'équipage. Les 2 hommes politiques se rencontrent un mois plus tard et Clinton adresse ses condoléances à Vladimir Poutine, tout juste élu président. Ce dernier semble peu touché par ce désastre. Les sondages ont montré que cet incident n'a pas eu d'effet sur ma cote de popularité. Il donne également quelques détails: il semble aujourd'hui que l'ensemble de l'équipage ait péri dans les 60 ou 90 secondes. Nous ne pouvions le dire à leurs proches, mais il y avait un trou d'environ 2 mètres de large dans la coque.